Eureka, on en parle. Eureka, on en parle. Eureka, on en parle. On en parle. Eureka, on en parle. Eureka, Eureka, on en on parle. en parle. Eureka, on en parle. Eureka, on en parle. Eureka, on en parle. Les sciences à portée de toutes et tous. Les sciences à portée de toutes et tous. Les Les sciences sciences à portée à de toutes portée et de toutes Les et sciences tous. à portée de toutes et tous. Les sciences à Les portée sciences de à portée toutes et de tous. toutes et tous. Les sciences à portée de Les toutes et tous. sciences à portée Les sciences à portée de toutes et tous. Les sciences à portée de toutes et tous. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio BLV et bienvenue dans Eureka on en parle, l'émission radio de la classe de terminale générale de la promo 2024 du lycée du Valentin à Bourg-les-Valences. Une émission où vous allez découvrir des scientifiques des quatre coins du monde, d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Inès, Flavio et Christelle Tonarelli qui vous accueillent. Au sommaire de cette émission, nous allons faire revivre des scientifiques du passé et interroger des scientifiques de nos jours. Vous allez entendre Marie Curie, Nikola Tesla, Jennifer Glynn, sœur de Rosalind Franklin et Valentina Tereshkova. Et retour au présent avec Roland Desbordes, porte-parole de la CRIRAD, donc la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Et Stéphanie Druche, pilote d'expérimentation à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de Gauthieron. Regardez donc où vous marchez. Un manuel de biochimie ? Vous êtes scientifique. Pourquoi ? D'après vous, je ne devrais pas l'être ? Oh, ne vous enfoncez pas, je le suis aussi. Vous êtes en 1893 et vous venez tout juste d'assister à la première rencontre entre Maria Skolodowska et son futur mari. Ce nom ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être que celui de Marie Curie vous est plus familier. Cette jeune Polonaise étudie en licence de chimie. Elle rencontre Pierre Curie, un jeune physicien qui deviendra son futur mari et le père de ses enfants quelques temps après. Tous deux vont décider d'entreprendre des recherches scientifiques en se partageant le laboratoire de Pierre. Ils ne se doutent pas encore à ce moment-là qu'ils vont révolutionner le monde de la science à tout jamais. Étudiante en dernière année de licence, Marie est alors à la recherche d'un sujet de thèse. C'est là qu'elle découvre les recherches d'Henri Becquerel. Ce physicien français a découvert que l'uranium émettait des rayonnements. L'intensité de ces rayonnements persiste dans le temps. Henri Becquerel venait de découvrir ce que Marie appellera la radioactivité. Marie Curie décide de poursuivre sa thèse sur cela. Au cours de ses recherches, elle s'aperçoit que d'autres éléments émettent également des rayonnements. Elle comprend alors que ces rayonnements sont une propriété générale de la matière. Elle nommera cela la radioactivité. Pierre Curie s'associe à ses recherches en 1898 et il découvre deux éléments radioactifs encore inconnus. En voulant établir les caractères atomiques de l'uranium, il se rend compte que la radioactivité dans le pêche-blinde est supérieure à celle de l'uranium. Donc, ce n'est pas le seul atome radioactif présent. C'est comme cela qu'il découvre le polonium, 400 fois plus radioactif, et le radium, 900 fois plus radioactif que l'uranium. Elle présente alors sa thèse avec Pierre devant plusieurs scientifiques et leur dira « Tout ce que vous pensiez être acquis sur l'atome se révèle donc faux. » Le lendemain, Marie, j'ai une bonne nouvelle. Nos travaux sur la radioactivité ont été nominés au prix Nobel de physique. Seulement, uniquement mon nom apparaît dans cette nomination. Mais je me battrai pour que le tien apparaisse aussi. Il n'y aura pas de prix sans toi. Pierre obtiendra gain de cause et le prix Nobel sera accordé à Pierre et Marie Curie en 1903. Suite à toutes leurs recherches sur la radioactivité, Pierre et Marie commencent à être malades dû à leur exposition aux radiations. Suite à une quinte de toux, Pierre se fait écraser par une calèche le 19 avril 1906. Marie perd son acolyte, le père de ses filles, son mari, sa moitié. La perte de Pierre mettra Marie au plus bas. Seules ses filles et la science lui sortiront la tête de l'eau. Après ce drame, l'Académie propose à Marie le poste d'enseignant à la Sorbonne que tenait Pierre. Elle deviendra la risée du peuple français, car suite à la mort de Pierre, elle entretient une relation avec Paul, un ami de son défunt mari. Des gens la huent et font des rassemblements en bas de chez elle. Elle fera taire ces gens grâce à ses travaux en chimie sur la purification d'1 milligramme de radium. Cela lui offrira un deuxième prix Nobel. Mais Marie est vivement déconseillée de venir lors de la remise des prix. Prête à accepter
Ce sont ses filles Irène et Ève qui la poussent à y aller. Irène accompagnera sa mère à Stockholm. À la fin de son discours, les femmes seront les premières à se lever pour applaudir. Les hommes les suivront ensuite. Le Congrès l'applaudit tout d'abord pour ses recherches scientifiques complètement révolutionnaires, mais aussi pour son courage, sa bravoure et son dévouement. 1914, la guerre éclate. Marie arrête ses recherches et la maladie la ronge peu à peu. Sa fille, Irène, et son mari, Frédéric Joliot, reprennent les recherches de Marie sur la radioactivité. Irène demandera à sa mère de faire la Première Guerre mondiale son dernier combat, en voyant comment sont traités les blessés. Ceux-ci sont abandonnés sur le champ de bataille ou amputés pour de simples entorses. Irène et Marie veulent fabriquer des radios portatives qu'elles transporteront en ambulance. Mais le gouvernement n'accepte pas de donner les fonds nécessaires. Non, nous ne vous soutiendrons pas dans ce projet. Ce serait un trop grand risque financier et cela ne servira à rien. Alors, je mets en gage mes 2 prix Nobel et je les ferai fondre pour obtenir des financements. Ces radios portatives vont sauver la vie de plus d'1 million de soldats durant la guerre. Les recherches de Marie sont révolutionnaires. En plus d'être une brillantissime scientifique, elle est humble, tenace. Elle est une icône de la France. Nous vous laissons maintenant sur un extrait d'interview avec Marie Curie. Une dernière question, Marie. Que cela fait d'avoir épousé un génie ? Je ne sais pas, demandez à mon mari. Il saura sûrement quoi vous répondre. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio BLV. Nous sommes aujourd'hui en présence de Nikola Tesla, éminent scientifique du 19e siècle. Nicolas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Nikola Tesla. Je suis né le 10 juillet 1856 à Smiljan, en actuelle Croatie, et ai malheureusement quitté ce monde le 7 janvier 1943. J'ai grandi au sein de l'Empire d'Autriche avant de le quitter pour rejoindre les USA et travailler avec Thomas Edison. Quel métier avez-vous pratiqué avec ce certain Edison ? J'ai continué le métier que je pratiquais en France, dans l'entreprise de Thomas Edison déjà, chez Edison General Electric Company. Et au vu de mes travaux de recherche en ingénierie, j'ai reçu un poste plus prestigieux aux États-Unis, précisément à Manhattan, chez Edison Machine Works, où j'étais encore une fois ingénieur. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce métier ? J'ai vécu une enfance difficile, due à une maladie et la mort de mon frère. Mon frère, qui était d'ailleurs l'enfant idéal, vu comme parfait, l'avenir de la famille, l'espoir. J'ai donc dû redoubler d'efforts afin de pouvoir rendre mes parents fiers, afin de trouver une place dans cette famille qui rechignait à me donner de l'attention. Donc, avec une forte volonté, j'ai réussi à gravir les échelons en imitant ma mère qui, malgré son analphabétisme, savait fabriquer une multitude de choses en partant de presque rien. C'est ce pourquoi j'ai voulu devenir ingénieur, afin de reproduire les traces de ma mère. Et parmi les différents objets de recherche durant votre vie, pourquoi avoir choisi l'électricité ? L'électricité est un sujet qui me passionne depuis ma tendre enfance. Cette passion me vient de mon chat, Macaque, avec qui je jouais. Et un jour, le caressant, j'ai réussi à faire apparaître des arcs électriques sur son dos, grâce à l'électricité statique. Ce phénomène m'a beaucoup intrigué. J'ai donc voulu découvrir comment ça fonctionnait. Je suis tombé dans la passion de l'électricité et je ne l'ai jamais quittée. Et quant à Edison, votre homologue inventeur, électricien de génie, vous a-t-il aidé dans vos recherches sur l'électricité ? Edison m'a effectivement été d'une grande aide durant le début de ma carrière. Mais par la suite, il m'a volé le fruit de mon travail, le crédit de mes recherches. Et c'est alors qu'une rivalité s'est installée. Une rivalité qui durera jusqu'à la fin de nos jours, malheureusement. Et une rivalité qui a, je pense, malheureusement, ralenti nos recherches. Quelle action Edison mena-t-il contre vous durant cette période de rivalité ? Étant celui qui développa et fit adopter le courant alternatif face à Edison, ardent défenseur du courant continu, il voulut prouver que mon invention était dangereuse, plus dangereuse que la sienne. Il a donc joué de la mort en électrisant à mort, en électrocutant des animaux de toute taille, allant jusqu'à électrocuter un éléphant sur une plage publique, devant une foule.
ce qui eut pour effet de me discréditer, de détruire ma réputation. Du coup, Edison, par ses actes, vous a discrédité. Il m'a effectivement discrédité, plus précisément discrédité mes inventions, mais il a surtout su s'approprier le crédit de mes recherches, m'a volé des brevets, et s'est ainsi énormément mis en avant, me reléguant au second plan. Donc maintenant, j'aimerais savoir quel était votre plus grand échec et s'il avait un lien avec Edison. Non, mon plus grand échec fut mon projet de tour pour transmettre des informations entre les États-Unis et l'Europe. Durant ce projet, j'ai perdu malheureusement beaucoup d'argent, beaucoup de collaborateurs, car c'est un projet qui n'a pas pu aboutir. C'est un projet qui n'a pas été finalisé par un manque de fonds qui a fait peur aux actionnaires, qui ont décidé de fuir ce projet. Et dans un effet boule de neige, la fuite des actionnaires a réduit encore et encore le budget dans une spirale infernale. Ok, et maintenant j'aimerais savoir quelle était votre plus grande réussite pour vous durant votre carrière. Ma plus grande fierté fut l'invention du courant alternatif et sa démocratisation. Ce fut un long chemin pavé d'embûches. J'ai néanmoins réussi à améliorer la qualité de vie des hommes à mon échelle. C'était mon objectif de vie premier. Je l'ai atteint et c'est une immense fierté. J'ai accompli des prouesses face à l'adversité et ai gagné un combat face à un ancien ami devenu mon opposant. Êtes-vous fier de votre parcours aujourd'hui ? Je suis effectivement très fier de mon parcours, qui malgré les embûches, malgré les problèmes, les difficultés, j'ai su faire face, réussir à aller de l'avant et je suis resté concentré, réussi à améliorer le quotidien des hommes par mes recherches et mon travail. Et si vous pouvez revivre dans le monde actuel, est-ce que vous continuerez votre parcours ? Si je vivais dans le monde actuel, je continuerais la recherche car c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que je ferais des choix différents, comme par exemple savoir tenir mes relations. Car encore une fois, la rivalité avec Edison, je pense, a beaucoup ralenti mes recherches ainsi que les siennes. Et pour finir, j'aimerais savoir si vous avez des conseils, des astuces à donner pour les futurs ingénieurs de demain. Pour les futurs ingénieurs de demain, je leur conseillerais de travailler dur, de faire attention à eux, de dormir peu car ce n'est pas très efficace et de travailler dur, très très dur. Merci Nicolas de bien avoir accepté cette demande d'interview et je tiens aussi à remercier les auditeurs et auditrices pour votre attention. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Radio BLV, pour cette minute scientifique, nous nous immergeons dans le domaine de la radioactivité et plus particulièrement celui de la CRIRAD. Nous serons accompagnés de notre invité, Monsieur Roland Desbordes, porte-parole de la CRIRAD. Bonjour Roland, pouvez-vous nous présenter brièvement ce qu'est la CRIRAD ? Bonjour à tous, merci de l'invitation de parler de la CRIRAD parce que c'est une association qui s'est créée il y a 37 ans, bientôt 38, avec Tchernobyl. Donc c'est une histoire ancienne qui, pour les gens, fait partie de l'histoire, mais qui n'est pas rentrée dans le livre d'histoire encore, et qui est dans la mémoire collective à propos d'un nuage. C'est la première fois qu'on parlait de nuage à propos de radioactivité. Moi aussi, ça m'a surpris. Évidemment, un nuage, c'est pas de la radioactivité normalement. Sauf que là, il y avait un accident qui s'est passé dans une centrale nucléaire qui s'appelle Tchernobyl, que personne ne connaissait, parce qu'à l'époque, au centre de l'Europe, il y avait un rideau de fer avec un mur à Berlin. Ça, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, hein, on parle d'Europe. Hein. Et donc, on ne savait pas ce qui se passait là-bas. Et on découvre qu'une centrale nucléaire s'appelle Tchernobyl et qu'elle a eu un accident. Au début, on parlait d'incendie, puis d'accident, puis de catastrophe, etc. On a eu petit à petit une information sur ce qui s'est passé. Maintenant, on sait à peu près tout ce qui s'est passé là-bas. Par contre, nous, en France, ce qu'on a un peu oublié, c'est on a répété le gag du nuage qui s'arrête à la frontière. En fait, on ne nous l'a jamais dit, parce que ça, on ne l'aurait pas cru. Pour qu'un mensonge soit un vrai mensonge et qu'il passe bien, il faut que ce soit crédible. Or, qu'est-ce qu'on nous a dit à l'époque ? C'est pas le nuage qui s'est arrêté à la frontière, c'est le nuage, compte tenu de l'anticyclone, des Açores, etc., la météo, quoi, eh bien, il fait demi-tour. C'est pas, il n'a pas traversé, il fait demi-tour.
les aléas de la météo faisaient que c'était plausible. C'est pour ça que nous y avons cru. En tout cas, dans la grande majorité des Français, ils ont dit, bon, bah, on a eu de la chance, ouf. Sauf que dans la Drôme, bah, on était un petit groupe de gens à se dire, non mais c'est bizarre quand même, tous les autres pays d'Europe prennent des mesures, on entend parler de ce qui se passe chez nos voisins, les Suisses, les Italiens, et que là-bas, ben, on fait des mesures de radioactivité, et on en trouve de la radioactivité dans le lait, dans les fromages, dans les épinards, etc. Et donc nous, en France, c'était, le discours officiel, c'est, eh ben non, chez nous, tout va bien. La France a été épargnée par la radioactivité, donc vous pouvez consommer tout sans restriction. On avait du mal à y croire, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers nos producteurs locaux. Hein. Moi, c'était mon voisin, la ferme, etc. Et puis là, j'ai dit, mais en fait, je fais peut-être des bêtises, moi. Je ne sais pas si le lait de la ferme à côté, il n'est pas contaminé. C'est pour ça que je vais chercher à savoir. Et c'est vrai que, étant scientifique moi-même, j'avais gardé quelques contacts au sein du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, par exemple. Et j'ai essayé d'avoir des infos. Et partout, on m'a dit, ah non, non, on a bien des chiffres, mais on n'a pas le droit de communiquer. Mais rassure-toi, il n'y a pas de problème, etc. Ça ne m'a pas suffi. On s'est retrouvé un petit groupe de gens à se poser les mêmes questions. Hein. On voulait savoir. Et là, on s'est dit, mais si on veut avoir des vraies réponses claires, scientifiques, bah, il faut qu'on monte un labo de mesure de la radioactivité. C'est comme ça qu'est venue l'idée, comme ça, de Michel Rivasi, à la base, qui était là avec nous dans cette petite équipe. C'est de dire, ben, on va monter un labo, comme on dit, monter un labo. Ah, évidemment, on était un peu optimiste, parce que monter un labo, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut de l'argent, il faut des gens compétents, etc. Et c'est là qu'on a dit, ben, il faut créer une association pour ça, qui s'appelle la CRIRAD, Commission Recherche Information Indépendante Radioactivité, qui, avec son labo, permettra de dire si la Drôme, effectivement, a été épargnée, voire la France a été épargnée. C'est comme ça qu'est née la CRIRAD, au départ à Montélimar. Et notre premier laboratoire a été ouvert à Montboucher-sur-Jabron, dans un très vieux local. Après, on a acheté le matériel et on a pu commencer à communiquer. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître et qu'on a pu commencer à avoir de l'argent. Les gens ont dit, mais c'est super cette idée. Moi, j'ai envie de soutenir. J'ai envie de savoir, donc j'ai envie de soutenir, donc je fais un chèque. Et voilà, c'est comme ça que la CRIRAD a pu monter son laboratoire. C'est le début de l'histoire, ça. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment né d'un petit groupe de personnes à la base qui se posaient des questions par rapport à l'accident de Tchernobyl, en fait. À l'époque, on était une bande de rigolos qui se posions des questions et qui avions envie de savoir, c'est tout. Vous voyez, donc il a fallu montrer qu'on n'était pas des rigolos, voilà, et qu'on était compétents. Il a fallu faire nos preuves, mais ça c'est normal, du point de vue dans la communauté scientifique française. Il a fallu qu'on démontre que nos chiffres, c'était les bons. Voilà. Et ça a été une bagarre qui a duré des années et des années, hein, pour se faire reconnaître. Aujourd'hui, quand nous sortons un rapport, nous sortons des chiffres, tout le monde dit, ok, la CRIRAD a dit ça, alors ça doit être ça. Voilà. Ça, on l'a gagné quand même, cette confiance. Voilà. Après, l'interprétation des résultats, c'est toujours la discussion, c'est le débat. On est dans la controverse scientifique, là. Ça, c'est normal, je dirais. C'est bien. Par contre, qu'on remette en cause ce qu'on dit des appareils, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont mesuré, ça, c'était pas normal. Et aujourd'hui, quelles sont vos missions à la CRIRAD ? Nos missions ont un peu évolué depuis 86, mais on n'a jamais, depuis 38 ans, on n'a jamais abandonné Tchernobyl. Parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. Et chaque année, à l'occasion du 26 avril, etc., nous refaisons une communication pour dire il y a encore des choses qu'on n'a pas dit. Vous voyez, par exemple, on ne savait pas trop ce qui s'était passé là-bas dans les zones de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine. Or, il se trouve que dans ces pays, ils ont ouvert les archives. Donc on peut aller, alors il y a la guerre en Ukraine maintenant, ça change tout, hein, mais il y a 5 ans, 7 ans, on a pu aller consulter les archives dans ces pays-là. Alors pourquoi consulter les archives? Qu'est-ce qui s'est passé chez eux en 86? Est-ce qu'il y a eu des malades? Est-ce qu'il y a eu des rapports médicaux qui sont sortis, etc. Donc il y a toujours des choses à raconter sur Tchernobyl.
je pense qu'on n'a pas fait encore tout à fait le tour. Mais ce n'est plus le centre de notre action à la CIRAD. Nous, aujourd'hui, c'est des problèmes d'environnement, surtout liés au militaire, le nucléaire militaire. Ça, par exemple, on est allé en Polynésie, il a eu des essais nucléaires. Et puis, il y a toujours, alors Fukushima, encore récemment, hier j'étais en discussion avec des citoyens qui achètent des produits japonais et qui se posent des questions. Oui, ils ont raison de se poser des questions. On voit que vous nous parlez vraiment de manière passionnée. Qu'est-ce qui vous passionne, en fait, vous, dans votre travail, le fait de travailler avec la radioactivité? Ah là là Oui, c'est une passion qui n'est pas nouvelle. Chez moi, je me suis intéressé à la radioactivité, au nucléaire, mais surtout à la radioactivité, et à l'époque c'était le nucléaire militaire, parce que moi je suis né l'année d'Hiroshima-Nagasaki. Alors évidemment, moi je m'en souviens pas, mais ça m'a marqué, je me dis symboliquement, vous voyez, vous êtes né l'année... Ça a été horrible, c'est un crime de guerre. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au nucléaire civil quand on a lancé le programme nucléaire en France, d'ailleurs dans les années 65-70. C'est là qu'on a commencé à construire des centrales. Et c'est là qu'on a... Il y a eu pendant 73-86, c'est Tchernobyl qui d'un coup, j'ai dit, mais il faut repartir au combat. On va travailler scientifiquement, avec un labo, avec ci, avec ça. C'est pour ça que moi, ce qui me motive, c'est de dire... Vous voyez, moi, ça fait longtemps que je me bagarre, j'ai changé mes outils, mais quelque part, dans le fond, je me retrouve très bien comme j'ai été au départ, indigné par Hiroshima, les indignés. Je me sens indigné et ça me fait vivre en même temps. Parce que pour moi, c'est ça la vie, c'est de ne pas accepter. Et si c'était à refaire, le referez-vous, du coup, cette expérience? L'expérience de la CIRAD. Oui. Alors, si on parle de la CIRAD, oui, sans aucun doute. Mais son histoire n'est pas terminée, j'espère. Oui, bien sûr, parce que ça m'a permis des belles rencontres aussi, grâce à la CIRAD. Des gens comme vous. Merci, c'est gentil. Mais non, mais c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes. Est-ce que, du coup, vous aurez un dernier mot à dire à nos auditeurs par rapport à votre histoire, celle de la CIRAD, de la radioactivité? Je crois qu'il faut que les gens restent très très vigilants. Et c'est là que je dis aux gens, attention, tout ce que vous trouvez sur Internet n'est pas la vérité. Vérifiez vos sources. Allez rencontrer des gens comme la CIRAD. Quand on vous parle de nucléaire, envoyez un petit message à la CIRAD pour savoir si ce que vous avez entendu est cohérent ou incohérent ou faux. Donc, on a besoin aujourd'hui, non pas de la CIRAD pour son labo, je pense. C'est juste pour décrypter, mais c'est fondamental, décrypter tout ce que l'on peut accumuler comme information. Et ça reste le rôle de la CIRAD. Et j'espère qu'il va continuer. Et pour ça, il faut que la CIRAD a besoin de soutien, de citoyens. C'est pour ça que j'engage les gens à dire... participer à la CIRAD, c'est-à-dire ça peut être faire ce que vous faites là, faire connaître la CIRAD, ça peut être par la radio, ça peut être aussi financièrement, ça peut être par une action de soutien physique. On a bientôt notre assemblée générale, on a besoin de bras pour organiser, etc. C'est tout ça la CIRAD. Souvent les gens disent mais moi je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas. J'ai rien à faire moi dans le labo de la CIRAD. Mais c'est pas ça l'important, c'est pas dans le labo. C'est tout ce qui est autour qui est important. Oui, le partage. Le partage, très bien. Le partage, merci. Un grand merci Roland pour votre témoignage. C'était très enrichissant. Merci à vous. Merci. De l'avoir permis. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons accueillir Jennifer Glynn, la sœur d'une pionnière oubliée de l'ADN, Rosalind Franklin. Jennifer Glynn, une féministe qui a utilisé les mots pour dénoncer et améliorer les conditions des femmes dans la société, que nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau. Bonjour Jennifer. Bonjour monsieur, c'est un plaisir aujourd'hui d'être sur ce plateau et de parler de ma sœur. Justement, pouvez-vous nous présenter Rosalind en quelques mots ? Rosalind était quelqu'un de très curieuse, vraiment très très curieuse et très déterminée, vraiment.
Et quand elle avait une idée en tête, elle y allait jusqu'au bout, hein. C'était Rosalind. Et vraiment, pour moi, je trouve que c'était vraiment une scientifique et professeure de génie. Un exemple pour toutes les femmes. Et vraiment, honnêtement, je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de chance de venir d'une famille londonienne, bourgeoise, parce que on a eu un accès beaucoup plus simple en fait à l'éducation, et c'est de là en fait où a commencé la passion de ma sœur pour les sciences. Surprenant, sachant qu'à l'époque, il n'y avait que 5% des femmes qui obtenaient leur diplôme dans les sciences, pour 95% des hommes. Pouvez-vous nous détailler donc un peu plus sur ces études ? Oui, bien sûr. De ce que je me souviens, honnêtement, c'était vraiment une très bonne élève à l'école. Je pense que toutes les années, elle était vraiment première de sa classe. Et elle s'est orientée dans les sciences, d'où ses recherches. Et en 1945, elle a obtenu son diplôme en doctorat, son doctorat même en physique-chimie à Cambridge, grâce à son étude justement sur le carbone. Et en 1947, de ce que je me souviens, elle part à Paris, et c'est justement là en fait où elle apprend ce qui va l'aider plus tard dans ses recherches, l'étude de la méthode en fait de la diffractiométrie à rayon X. Et je lui avais demandé en fait ce que c'est, parce que honnêtement ce mot, moi je connais pas. Hein. Et en fait c'est tout simplement, on envoie des rayons sur, ça peut être de tout, des molécules, des atomes, et justement en fait on va pouvoir étudier la structure de cet élément. Voilà. Ok, et est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé ses études sur l'ADN ? Ah oui, tout à fait. Elle a eu une place au King's College justement, pour collaborer aux études sur l'ADN avec son nouvel associé, Maurice Wilkins. Je vous avoue, j'ai un petit peu du mal avec lui. Au cours de leur recherche, elle a réfuté toutes les théories de Wilkins, et je crois que c'est à partir de là en fait, que les tensions ont commencé entre les deux, parce que Wilkins travaillait également beaucoup sur l'ADN, comme Rosalind en fait. Et c'est là en fait que je crois qu'elle a eu l'idée d'utiliser ce qu'elle a appris à Paris, donc la diffractiométrie à rayon X, et justement, pourquoi pas l'étudier en fait sur le vivant, et pourquoi pas étudier la structure d'un atome en fait justement. Et je me souviens, elle a passé plus de 100 heures devant les rayons X pour obtenir, je sais pas si vous connaissez ou pas, le cliché 51. Il est très connu. C'est vraiment un cliché où on voit les deux brins de l'ADN, quoi, parce que c'est révolutionnaire. C'est comme ça qu'on a découvert qu'en fait l'ADN était composé d'une hélice avec deux brins. Mais alors, pourquoi si Rosalind a découvert la structure de l'ADN, elle n'est pas dans le prix Nobel ? C'est vrai, c'est Watson et Crick qui l'ont obtenu, mais ils sont même pas à l'origine des recherches. Justement, c'est Wilkins justement qui leur a donné toutes les recherches que Rosalind allait commencer à faire, et ils ont tout volé en fait, tout simplement pour moi. Je savais qu'elle avait beaucoup de mal à s'intégrer dans son équipe de chercheurs, surtout avec son associé Wilkins, toujours le même. Hein. Et c'est pour ça en fait qu'elle a décidé de partir. Je pense que comme tout humain ici, quand on s'entend pas forcément avec son équipe, on part. Et le problème c'est que le King's College où elle travaillait, il a refusé en fait qu'elle poursuive ses études ailleurs en fait sur l'ADN. Donc elle a préféré dans ces cas-là prendre une décision, et elle a donné toute sa confiance à Wilkins, notamment justement toutes ses recherches sur l'ADN, notamment avec justement dedans son cliché 51. Et c'est Wilkins, au lieu de le publier dans un journal avec le nom de Rosalind Franklin en dessous de tous les clichés des recherches en fait, il a préféré donner tout simplement tous ses travaux en fait à Watson et Crick, qui eux ont pu justement continuer sur le sujet, et donc ils ont volé son travail quoi. Et de son vivant, non, elle aura jamais pu combattre pour avoir son prix Nobel, parce qu'elle est morte en 1958, et le prix a été décerné en 1962 à Watson, Wilkins et Crick. Et le pire, je pense que c'est vraiment le fait qu'il ne l'ait même pas cité pendant le discours, juste au remerciement. C'est Wilkins qui l'a remercié. Et je pense que le pire est à venir, hein, parce que Watson et Crick ont clairement ont fait tous les deux œuvres, et quand ils parlaient de ma sœur, c'était vraiment pour dire Rosie ou cette assistante, vraiment de manière péjorative, ou comme si elle n'était rien d'autre que une virgule en fait dans toutes ses recherches, tout simplement. Et je crois que c'est Watson qui s'est rattrapé un petit peu durant l'épilogue en fait de son œuvre. Il a dit comme quoi elle avait quand même un travail assez important, heureusement, honnêtement, parce que Rosalind a fait vraiment presque 70% du travail. Et donc, est-ce que vous êtes fiers de ce que Rosalind a accompli ? Mais bien évidemment, honnêtement, c'est même pas une question qui se pose. Elle y a donné toute sa vie en fait à son travail. Elle y a passé ses jours, ses nuits. Je sais même pas combien de nuits elle y a passé honnêtement dans ses recherches. Elle a persévéré, même si elle était vraiment dans un environnement qui l'a stressée énormément en fait, tout simplement. Elle avait du mal à avoir une place dans son équipe, à se faire entendre. C'était presque la seule femme en fait du King's College, donc c'était très compliqué. Elle y passait des heures et des heures. Vraiment, elle a jamais abandonné. Et honnêtement, je compterais même pas toutes les nuits où elle est passée dans son bureau
au lieu de dormir en fait tout simplement. Et ça, je connais Rosaline, c'est vraiment depuis son plus jeune âge en fait. C'est une femme même qui est très déterminée, très curieuse et vraiment, elle aime mener à bout ses projets en fait tout simplement. Et même si elle avait vraiment du mal à trouver sa place ici auprès de son équipe, vraiment elle a toujours trouvé un moyen de se faire entendre ou de passer au-dessus des obstacles. Et aujourd'hui, même si elle a toujours pas reçu son prix Nobel ni quoi que ce soit, je pense que c'est quand même une des femmes les plus importantes dans le monde des sciences. Donc honnêtement, c'est même pas une question qui se pose. Je suis évidemment bien fière de ma sœur. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui veulent se lancer dans la science ? Je ne suis pas une scientifique, plutôt du côté littéraire pour moi, mais je n'ai pas de remède. Le principal, je pense que c'est d'y croire et de jamais lâcher le morceau. Donc Rosalinde est le parfait exemple des femmes qui se sont fait voler leurs travaux dans les sciences. On peut par exemple citer Trotula de Salerne, qui était médecin et chirurgienne au XIe siècle. Il y a aussi eu Mileva Einstein, sans qui le célèbre chercheur n'aurait probablement jamais mené à bien ses découvertes. C'est ce qu'une historienne des sciences, au début des années 80, a appelé l'effet Mathilda, en hommage à une militante féministe, Mathilda Jocelyn Gage, qui dès la fin du XIXe siècle dénonçait l'invisibilisation des femmes dans la science. C'est une extension de la théorie du sociologue Robert King Merton, qui a montré que les proches de grands personnages sont rarement reconnus, et elle l'a appliquée aux femmes et aux sciences. Mais heureusement, aujourd'hui la situation s'est bien améliorée, car les femmes ont aujourd'hui pour la plupart accès aux sciences, même s'il reste encore beaucoup de progrès à faire dans le monde, et dans tout un ensemble de domaines différents. En tout cas, merci beaucoup Jennifer pour vos réponses. Bonne continuation et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Je suis ingénieur d'études donc à INRAE. J'ai été embauchée suite à un concours il y a bientôt 5 ans maintenant. Et je mène des expérimentations dans le domaine de l'arboriculture fruitière, en particulier sur tout ce qui va être réduction des produits phytosanitaires, des engrais, ce genre de choses, dans tout ce qui est intrants. D'accord. Voilà. Et plus particulièrement en pêcher et en pommier. Ok. Et pourquoi vous travaillez à l'INRAE ? Parce qu'ils ont bien voulu m'embaucher. Pourquoi je travaille à INRAE ? Déjà parce que c'est un institut de recherche et que tout ce qui est recherche et expérimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et attiré depuis très longtemps. Je pense même c'est un peu ce qui a fait que j'ai fait des études d'agronomie en fait. Même si par la suite j'ai pas forcément tout de suite travaillé ou que travaillé en expérimentation parce que j'ai été enseignante quelque temps au Valentin. Mais voilà, en fait c'était un peu quelque chose qui me taraudait et j'avais envie de creuser un peu sur ces questions-là et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai cherché à la saisir et ça s'est bien passé. Ok. C'est pas très français mes phrases. Est-ce que vous pouvez repréciser le sujet de vos recherches et pourquoi ces recherches-là ? Alors le sujet de mes recherches, je travaille dans... Enfin, formuler ça comme il faut. On va dire que toutes les recherches de l'unité expérimentale, mais les miennes en particulier, s'inscrivent dans le cadre de l'agroécologie. Donc de comment produire des fruits, parce qu'on travaille en arboriculture fruitière, avec le moins d'intrants possible. Et pour ça, en fait, ça va être en utilisant au maximum les ressources produites entre guillemets par la nature. Donc par exemple, ça va être les auxiliaires, ça va être toutes les régulations naturelles qui peuvent se mettre en place. Etc. Je sais pas si ça vous va comme réponse. Je sais pas si j'ai répondu comme il faut en fait. Je crois que j'ai répondu qu'à un bout de la question. Est-ce que cela avance bien ? Est-ce que cela avance bien ? Quand on est chercheur, on trouve toujours que ça avance pas assez vite. Parce que on est sur des temps longs en fait. Moi ça fait 5 ans que je suis ici. Alors, évidemment il y a déjà des résultats sur certains projets, heureusement. Mais c'est toujours des petits résultats, on avance toujours petit pas par petit pas. Surtout quand on est en arboriculture fruitière parce que on est lié au cycle de vie
des arbres. Et un arbre fruitier, déjà, entre le moment où on le plante et le moment où on a les premiers fruits, c'est 3, 4 ans, 5 ans. Et ensuite, pour avoir des résultats consolidés, ça ne se fait pas en une année de production de fruits, il faut souvent 3, 4, 5, 6 ans de production de fruits pour avoir des résultats consolidés. Donc forcément, à l'échelle à laquelle on travaille, en fait, sur une carrière qui va faire 20, 30 ans, on va avoir des résultats, mais on ne va pas avoir des tonnes de résultats. Donc ça avance très lentement. D'accord. Mais il faut être patient, en fait, la recherche c'est un métier de patience. Est-ce qu'il y a assez de femmes dans la recherche, d'après vous? Alors, j'ai pas de stats sous la main. Enfin, il me semble qu'à INRAE, la parité est pas trop mal respectée. J'aurais dû regarder les chiffres un peu mieux, mais globalement, on est plutôt pas mal dans cet organisme de recherche. Mon sentiment, mais c'est un avis personnel qui n'a aucune valeur, voilà, c'est que globalement, dans la recherche, il y a de plus en plus de femmes en fait. Et on voit aussi dans les stagiaires qui viennent, stagiaires de niveau ingénieur, c'est de plus en plus des femmes, et de moins en moins des hommes. Alors, il ne faudrait pas non plus basculer dans le schéma inverse, mais fut un temps, il y avait très peu de femmes en recherche. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Peut-être la refaire, non? Non, ça devrait aller. Ouais, donc, fut un temps, il n'y avait pas beaucoup de femmes en recherche, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y en a assez en agronomie, je pense qu'on approche un équilibre qui est la parité. Dans d'autres secteurs, c'est probablement pas le cas encore. Notamment tout ce qui va être physique, mathématiques, ce genre de choses. Là, je pense que on est loin de la parité. Et après, il y a aussi la visibilité qu'on donne aux travaux des femmes. Et là, il y a des vraies questions sur ces sujets-là. Mais bon. Non, mais c'est vrai. Enfin, quand on cherche à citer, même si je vous demande de citer 5 agronomes femmes connues, vous allez avoir du mal. Même une, ça va être compliqué. Citer un agronome homme connu, vous allez en trouver plein. Enfin, plein. Il y en a. Vous avez Olivier de Serres, un des plus anciens, dans le père de l'agronomie. Mais même dans les récents, il y en a. Un peu toutes les stars de l'agronomie qu'on voit à la télé, ça va être des hommes en fait. Je sais pas, les Bourguignons, enfin c'est un couple en l'occurrence, mais il y a Monsieur Bourguignon qu'on entend beaucoup parler, Marc Dufumier, encore un homme, s'il y a des choses très intéressantes à dire, mais ça, voilà. Par contre, on n'a pas d'équivalent de Marc Dufumier en femme. Donc, alors qu'il y a, j'ai plein de collègues qui sont très pertinentes et qui peuvent dire des choses passionnantes, mais qui sont pas qui n'ont pas la même visibilité. Est-ce que vous avez un scientifique ou une scientifique comme modèle, quelqu'un qui vous a inspiré? Pas vraiment. Non, pas spécialement. Peut-être dans les plus anciens, j'aime bien Marie Curie. Elle a 2 prix Nobel quand même. Physique et chimie, il faut le faire, c'est quand même pas mal. Peut-être la première d'ailleurs, qui a eu un prix Nobel, la première femme, je pense. Oui. Mais bon, voilà, je suis pas Marie Curie quand même. Et je travaille pas dans le même domaine. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes pour les initier à faire de la recherche, pour les encourager à faire de la recherche? C'est un métier qui est... ce sont des métiers, il n'y a pas qu'un seul métier, ce sont des métiers qui sont passionnants parce qu'on crée la connaissance. Et pour tout jeune qui a envie d'apprendre à savoir comment le monde y fonctionne, c'est dans les métiers de la recherche qu'on aura le plus accès à ces connaissances-là parce qu'en fait on est au cœur du processus. Après, il y a des choses qui peuvent être frustrantes. Le temps long, c'est très frustrant. Le fait de chercher, de ne pas trouver, de dire bon voilà, j'ai cette piste-là, j'ai cette hypothèse-là, et en fait j'ai fait fausse route parce qu'on fait fausse route tous les jours. Mais bon, pas tous les jours non plus. Donc il y a le jour où en fait on avait la bonne intuition et c'est gagnant, c'est très enthousiasmant. Donc ça fait partie aussi des petits plaisirs ou des grands plaisirs d'ailleurs de ces métiers-là. Et après, c'est des métiers, on a un peu l'image aussi du chercheur qui travaille tout seul dans son petit coin.
En fait, c'est pas vrai du tout. En fait, les chercheurs travaillent en équipe, ils travaillent avec des collectifs à une échelle très locale. Donc nous, par exemple, à l'échelle de l'unité, mais aussi à des échelles beaucoup plus importantes. On peut travailler avec plein de collègues partout en France, voire même à l'étranger. Donc en fait, on est en lien en permanence avec plein de gens. Donc même les gens qui aiment le contact, c'est des métiers en fait aussi ils peuvent y trouver leur compte. Alors que c'est pas l'image qu'on a habituellement du chercheur tout seul dans son petit laboratoire à creuser. Voilà. Ça c'est pas du tout vrai. Le chercheur aujourd'hui c'est quelqu'un qui travaille jamais tout seul. Il a toujours une équipe derrière lui et il travaille avec plein d'équipes partout en France ou dans le monde. Et d'ailleurs, celui qui va dire moi j'ai cherché, j'ai trouvé, voilà, c'est moi et il n'y a que moi qui sais, ça n'existe pas en fait. Alors, le chercheur qui a raison tout seul dans son petit coin, c'est un truc quoi. La recherche, c'est vraiment une œuvre collective aujourd'hui. Enfin, ça l'a probablement toujours été, mais c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. On n'est rien sans le collectif. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien. Valentina Tereshkova, née le 6 mars 1937, se trouve actuellement dans le vaisseau spatial Vostok 6. Elle est sur le point de réaliser un exploit qui marquera l'histoire. Être la première femme à aller dans l'espace. Bonjour Valentina. Bonjour. Les terriens ont quelques questions à vous poser. Avez-vous un instant à leur consacrer? Oui, avec plaisir, je suis à vous. Ok, parfait, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à faire des sciences et pourquoi l'astronomie en particulier? Eh bien, depuis toute petite, j'ai toujours eu ce rêve de voler. Et celui-ci n'a cessé d'augmenter lorsque j'ai appris en 1961 que Youri Gagarin a réussi l'exploit d'être le premier homme à aller dans l'espace. Donc cette passion vous anime depuis toujours. Mais comment avez-vous réussi à concrétiser ce rêve que beaucoup ont, mais que peu réalisent? Je tiens tout d'abord à préciser que mon parcours n'a pas été de tout repos. J'ai arrêté l'école à 16 ans et j'ai longtemps travaillé en tant qu'ouvrière dans une usine en Russie. Ensuite, lorsque j'ai appris qu'une sélection était faite parmi 400 femmes pour réaliser ce vol dans l'espace, j'ai tout de suite tenté ma chance. Les conditions étaient très strictes, mais je les respectais. Dans mes souvenirs, il fallait être parachutiste, avoir moins de 30 ans, mesurer moins d'1,70 m et peser moins de 70 kg. Je ne vous cache pas qu'être également communiste dans un contexte de guerre froide a grandement participé à mon admission. Merci pour votre témoignage. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci et à bientôt, je l'espère. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Valentina à son retour sur Terre pour prendre des nouvelles. Rebonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour. Reprenons. En dehors de l'aspect politique, quel était l'objectif de votre séjour dans l'espace? Je pense tout d'abord qu'être la première femme à aller dans l'espace a permis de montrer la puissance de l'URSS lors de la course à l'espace avec les États-Unis, et plus largement durant la guerre froide. Et d'un point de vue purement scientifique, l'objectif était de prendre des photos de l'atmosphère. En effet, celles-ci ont permis par la suite d'identifier les différentes couches d'aérosols présentes dans l'atmosphère. Belle découverte. On se doute que cela n'a pas été de tout repos. Avez-vous rencontré des difficultés? Eh bien malheureusement oui. Le vol a été très éprouvant pour moi. Tout d'abord, le cockpit était très inconfortable car très exigu. Et de plus, sur la fin du vol, un dysfonctionnement du vaisseau a fait qu'il s'est éloigné de la Terre au lieu de s'en rapprocher. J'ai eu tellement peur, mais malgré un mal de l'espace croissant, j'ai réussi à reprendre les commandes de secours et à revenir tant bien que mal sur Terre.
Waouh, quel courage. Vous devez être fier d'avoir réussi un tel exploit. Avez-vous été récompensé pour ça? Eh bien oui, je l'ai été. Après avoir décollé le 16 juin 1963 dans le vaisseau spatial Vostok 6 et réalisé 48 orbites en 70 heures et 41 minutes, j'ai été décoré du titre de héros de l'Union soviétique et j'ai également reçu l'ordre de Lénine. Quel parcours! Vous avez dû en inspirer plus d'une. Avez-vous des conseils pour les chercheuses de demain? Si j'avais un seul conseil à leur donner, je dirais qu'il ne faut pas qu'elles se laissent abattre. En tant que femme, j'ai reçu beaucoup de critiques misogynes et je sais qu'il est difficile de les ignorer. Mais il est important, je pense, d'aller au-delà parce que chaque personne permet de faire avancer la réflexion. Merci pour ce message inspirant et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Valentina Tereshkova, aujourd'hui âgée de 87 ans, reste la seule femme au monde à avoir réalisé l'exploit du voyage en solitaire dans l'espace. Bonjour, nous sommes 2 élèves du lycée du Valentin. Nous sommes aujourd'hui avec le défunt René Dumont qui nous détaillera le parcours de sa vie. Bonjour. Vous êtes né en 1904 et vous avez grandi proche du front de la Première Guerre mondiale. Vous avez baigné toute votre enfance dans le monde rural et agricole auquel votre père vous a initié. Mais pourquoi vous êtes tourné vers l'agronomie? Comme vous l'avez très bien dit, j'ai été construit, formé par ce cadre familial aux racines paysannes, mais j'ai été surtout marqué, et c'est ce qui explique ma propension à l'agronomie, j'ai été surtout marqué donc et sensibilisé parce que j'ai vu durant la guerre, car j'ai été très proche, j'ai vu des immondices et c'est un devoir que j'essaie de suivre, qui est de porter un secours, un aide aux souffrants, aux gens dans le besoin, en nourrissant le monde avec les outils qui nous sont mis à disposition, c'est-à-dire le sol et notre réseau. On vous appelle l'agronome de la faim. Qu'est-ce qui vous a valu ce nom? Étant pacifiste résolu, ma philanthropie m'a appelé à venir en secours aux plus démunis, je l'ai dit antérieurement, surtout par les mots et par la sagesse que j'ai acquise pendant mon expérience au Maghreb et en Indochine. J'ai eu l'occasion d'observer les méthodes ancestrales de culture dans ces colonies françaises, que je mentionne d'ailleurs dans mon livre « La culture du riz » dans le delta du Tonkin, paru en 1935. Je fais alors ici le plaidoyer, on pourrait dire, de ces techniques traditionnelles qui, je pense, portent un bagage de savoir essentiel en agronomie, et complètement menacé par l'emprise que exerce le monde occidental sur ces pays en voie de développement. Dans la foulée, les ressources sont autant menacées qu'elles sont protégées par les pratiques paysannes. Et bien justement, l'écologie doit-elle s'imposer en politique d'après vous? Pensez-vous qu'elle serait une solution face à une crise à venir et déjà existante? C'est l'occasion idéale d'expliquer ce que je développe dans mon énième livre « L'utopie à la mort » de 1973. Et j'explique dans cet ouvrage que c'est dans un contexte favorable d'utopie productiviste pendant les périodes de conflit que l'accès aux ressources et leur mobilisation est devenu un enjeu mondial. C'est pour ça que la politique doit jouer un rôle central, en fait, dans la coordination des actions pour la préservation de ces fameuses ressources, en maintenant les techniques qui s'adaptent au milieu des capacités de la planète et les répartir correctement. Pour conclure, pensez-vous que vous avez été utile? Sincèrement et sans orgueil, je pense avoir marqué les esprits, plus par le bouleversement que j'ai produit, car c'était des idées très novatrices, que par les consciences que j'ai éclairées. Et c'est donc à cet obscurantisme, allez-vous me dire, que toutes ces luttes ont abouti. Leur conscience est plus sombre que ma tombe. On en est resté quasiment à la même position. Rien n'a changé. Et c'est ce laxisme qui va nous empoisonner. Eh bien, merci de nous avoir accordé votre temps pour répondre à nos questions. Lancez-vous dans les sciences, qui sait, vous changerez peut-être le monde. Les sciences à portée de toutes et tous.
C'était Eureka, on en parle, l'émission radio de la classe de terminale générale de la promo 2024 du lycée du Valentin à Bourg-les-Valence. Merci à Madame Tonarelli, notre professeure de philosophie, d'avoir proposé ce projet. Merci à Selva de Radio BLV pour nous avoir coachés et accompagnés. Merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir financé ce projet de découverte scientifique et technique à destination des publics lycéens de la région.